On peut tomber sur du 5 000 $ pour la conférence. Une conférence, ça te force à faire ce point-là, puis dire comment je peux rendre ce sujet-là sexy, qui est presque émotif, alors que, encore une fois, la fiscalité, c'est difficilement émotif. Ouais, j'essaie de faire 2 posts par semaine, quand même catégorisés par intention. C'est exactement ça, des formateurs qui sont multi-sujets, parce qu'ils sont des bons formateurs, mais quand vient le temps de leur poser des questions très précises sur une expérience que j'aimerais savoir c'est quoi ton vécu, ben ils l'ont pas vécu parce qu'un formateur, encore une fois, qui a une expertise niche, il vit ça au quotidien, c'est son travail. Du coup, l'idée, moi, pourquoi je voulais t'avoir aujourd'hui un petit peu, c'est que je t'ai découvert sur LinkedIn, sur un de tes posts, où tu racontais un petit peu comment un ex-client à toi t'avait sollicité pour donner des formations à l'interne, après avoir vu du coup un de tes posts LinkedIn. Et ce poste, il y avait des éléments peut-être à l'intérieur. On va justement voir ce que c'est. Et voilà, tu es formateur aussi dans la transformation numérique, tu es aussi conférencier. Euh, Voir un petit peu comment aujourd'hui tu fais pour démocratiser ton Mhm. expertise. Ouais. Donc voilà un petit peu le fil rouge de l'épisode, si c'est OK pour toi. C'est parfait, oui. La seule nuance, c'est que c'est pas un ex-client, mais c'est littéralement des gens à l'intérieur de la boîte où je travaille qui sont venus me voir, dans le sens que c'est des collègues avec qui je travaille, que je parle à chaque semaine, qui réalisaient pas ce que je faisais avant de me suivre sur LinkedIn, ce qui est quand même encore plus particulier, où mes efforts de communication externe sur LinkedIn me ramènent, même au sein de la boîte où je travaille, des opportunités, ce qui est quand même rigolo et contre-intuitif, mais c'est ça. D'accord, donc toi, en fait, tu es salarié full-time aujourd'hui En fait, et tu as... qu'est-ce que je fais présentement, c'est que je suis effectivement salarié temps plein, mais sur le côté, je développe B Academy, un réseau de formateurs où moi-même je donne des formations. Ce qui est une activité vraiment entrepreneuriale, mais sur le côté. Mon sur le employeur côté. est tout à fait conscient de ça, même si c'est encouragé chez nous parce que ça donne l'espèce de petite vibe de plus, ça nous permet d'aller un peu plus loin dans notre métier. Et c'est ça, parce que je fais de la publicité, puis parce que je fais des posts, et parce que je fais du rayonnement sur LinkedIn, sur mon activité sur le côté, même au sein de mon organisation, les gens réalisent qu'est-ce que j'ai comme expertise éventuellement, puis viennent me voir. Ce qui est contre-intuitif, on pourrait croire qu'on est collègues, on se parle autour de la machine à café, c'est plus facile, mais non, des fois, ça prend d'avoir ce rayonnement-là, même pour avoir des opportunités au sein de sa boîte, ce qui est quand même, c'est ça, je trouve ça quand même drôle. Donc, la boîte pour laquelle tu bosses sur ton full-time, est-ce que tu peux décrire rapidement l'activité, le secteur d'activité? On est une entreprise de livraison qui fait surtout en fait, qui fait exclusivement du e-commerce. Le but, c'est de faire la livraison qu'on appelle le dernier kilomètre. Amazon est un grand client, mais pas que. On a des clients dans tous les domaines. On est dans l'activité au Canada, évidemment. On est le plus gros distributeur de e-com au Canada. On est également présent en Australie et on vient d'ouvrir aux Pays-Bas. Alors, notre but, c'est d'avoir une portée internationale. Notre objectif, c'est vraiment de devenir le leader de livraison e-com mondiale. D'accord, ok. Donc, livraison du dernier kilomètre, c'est par exemple le vélo cargo qui va livrer dans le centre-ville, dans le centre ancien au dernier kilomètre. Ouais, on a des vélos cargo, on a des camions plus traditionnels mais électriques qui font la livraison aussi, mais c'est effectivement toutes les personnes qui vont venir porter le colis à la porte. On récupère le colis du marchand et nous, on s'assure d'aller le porter à la porte du consommateur. Alors, on est le premier front, disons, de la frustration des clients si jamais il se passe quelque chose. Puis surtout, on prend le feu pour notre client à nous, qui est potentiellement Amazon, mais qui pourrait en être d'autres, qui, eux, veulent s'assurer d'avoir un bon service à la clientèle parce qu'ils veulent répéter l'expérience de consommation en ligne qui demande un niveau de confiance plus élevé que quand on va en magasin parce qu'on sait ce qu'on prend en magasin puis il y a beaucoup moins d'enjeux. Fait que vous êtes les pompiers sur les deux bords, quoi. Ouais. Les deux bords du Puis, je veux côté. dire, vous l'avez vu dernièrement en France, mais au Canada, il faut comprendre que c'est encore pire. La météo peut jouer énormément dans les délais de livraison, dans la frustration que ça peut créer chez les consommateurs qui ne sont pas tout le temps très indulgents, dans le sens,
il y a une grande tempête, c'est la vie, on peut pas faire des miracles, mais ils s'attendent à avoir les mêmes délais de livraison qu'à l'habitude. Ça fait partie des choses qu'on doit jouer, dans lesquelles qu'on doit satisfaire les attentes et de un et de l'autre. Mais ouais, c'est ça, c'est tout un univers. Ok, trop bien. Et du coup, euh, toi, ta mission, ton rôle dans ta compagnie full-time, c'est lequel? Alors, je suis responsable de la planification stratégique. Encore une fois, on est un grand groupe de 4000 employés, mais au sein du siège social, à proprement parler, on est à peu près 400. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens, même si c'est juste le siège social, qui travaillent sur les outils numériques du quotidien. On parle de l'AI génératif avec Copilot, ChatGPT. Mais au-delà de ça, c'est aussi juste la collaboration dans les différentes plateformes comme Teams ou dans Jira pour les développeurs, dans SharePoint pour la documentation pour tout le monde. Alors, je suis responsable de la planification de ce roadmap-là, comment on s'assure d'avoir une transformation numérique efficace et puis la force des choses fait en sorte que ça passe par beaucoup de formation, évidemment. Alors, toute la prestation de formation, pas nécessairement que c'est que moi qui en donne, mais l'organiser, la structurer, s'assurer qu'on a l'impact qu'on a envie d'avoir pour chacun des départements, ça passe par moi. C'est la raison pour laquelle, sur le côté, je développe aussi l'activité B Academy où le but, c'est de pouvoir permettre à d'autres organisations d'avoir ce genre de formation-là. La réalité, c'est que même moi, en tant que directeur de la planification, des fois, je cherche des prestataires externes pour nous aider. Puis je trouve que la qualité du marché n'est pas tout le temps là. Alors j'ai voulu mettre mon grain de sable puis de pouvoir justement offrir quelque chose qui allait avoir de l'impact pour toutes les organisations puis qui n'était pas limité juste à Intel quand même. En fait, quand tu dis la qualité du marché n'est pas tout le temps là, tu veux dire peut-être des agences qui ne font pas des offres forcément conformes à ce que tu attends et que du coup peut-être des spécialistes qui sont peut-être en autonome vont peut-être être plus à même de répondre aux besoins. C'est ça que tu veux Oui, un peu je dire? pense qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent, mais effectivement, ce qui se passe, c'est notamment les agences vont engager un formateur et il n'y aura pas une spécialité, il va être formateur. Et donc, il va acquérir plein de connaissances pour donner plein de formations, mais il ne sera pas quelqu'un de très, très dédié à un élément précis, comme par exemple l'AI génératif. Il va être capable de former sur Excel, oui, sur Copilot, oui, sur Outlook. Il ne sera pas dans une niche qui lui appartient. Là où mon approche se veut très concrète, où je veux quelqu'un qui est très, très précis dans notamment SharePoint. Puis quand j'aurais besoin de quelqu'un pour Copilot, ben, j'allais chercher quelqu'un qui a cette expertise précise-là. La deuxième chose qu'on voit parfois, je trouve, dans les agences de formation, c'est que c'est souvent des agences de services qui nous mettent sur le banc des gens qui sont invendus, dans le sens où c'est entre des mandats, ils sont capables de faire des prestations de services. Ça a un côté intéressant, mais c'est moins dédié à la formation éventuellement. Alors, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé qui n'était pas très concrète, ça n'a pas l'impact qu'on a besoin d'avoir auprès des gens. Fait que les formations que je développe et les formations que je développe autant à l'interne que pour B Academy se veulent très concrètes. Puis surtout, je mobilise à chaque fois la bonne personne qui va donner le contenu. Là. C'est vraiment l'objectif. Donc en fait, ce que tu recherches pour ta compagnie, mais aussi pour les gens de ton secteur en général, c'est des spécialistes dans leur niche, des doers un petit peu qui, par exemple, vont être spécialistes d'Excel parce que eux, ils bossent tous les jours sur Excel et grâce à ça, en fait, ils peuvent rendre autonome d'autres personnes là-dessus, transmettre cette expertise là-dessus, et pas un formateur qui va dire je forme sur Excel, sur Canva, voilà, je dis n'importe Non, quoi. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et Les formateurs qui sont multi-sujets, c'est parce qu'ils sont des bons formateurs, mais quand vient le temps de leur poser des questions très précises sur une expérience que j'ai, j'aimerais savoir c'est quoi ton vécu. Ben, ils l'ont pas vécu, ben, ils sont pas sur le terrain tout le temps en train de vivre ce défi-là, alors qu'un formateur, encore une fois, qui a une expertise niche, il vit ça au quotidien, c'est son travail, alors il est capable de mieux transmettre une connaissance précise. c'est ça. Et en fait, la base, c'est vraiment l'expertise, ton vécu en fait, et la brique transmission, savoir la transmettre. En fait, c'est juste la cerise sur le gâteau, le nice to have en plus, qui va faire que, ou dans le monde d'avant en fait, où c'était vraiment, d'abord faut savoir transmettre et ensuite tu transmettras tout
tout ce qu'on te demande en fait, Exactement. C'est sûr qu'il y a sans des, forcément avoir vécu. non, c'est exactement ça. C'est sûr qu'il y a des méthodes classiques qu'il faut que tout le monde s'apprivoise en termes de transmission, mais je pense que c'est un skill, une habileté comme une autre qui se développe, puis c'est moins compliqué de développer cette habileté-là que l'expertise précise qui va avoir un impact dans ton quotidien. Tu sais, il y a tout le temps un moment, je sais pas si tu l'as vécu, où tu suis une formation, quelqu'un t'explique quelque chose, puis en réalité, sur toute la formation, il y a un 10 minutes qui va changer ta vie. C'est vraiment un concentré de ça que je vais aller chercher et pas ben, c'est une formation. Maintenant, je connais Excel. Je vais être un peu meilleur. Mon but, c'est il y a 3, 4 clics qu'on t'a montré qui sont des choses que tu n'avais aucune idée qui existaient. Puis personne n'aurait pensé à ça si c'est pas quelqu'un qui vit le problème encore et encore, puis qui trouve une solution, qui te la transmette. Il y a vraiment plein d'outils comme ça que moi j'ai beaucoup apprécié, où c'est une illumination, mais le but c'est de cumuler ça sur le contenu qui est donné, là. Oui, donc c'est vraiment en fait ce qui va avoir de l'impact dans le quotidien de la personne qui reçoit la formation, ce qui va être actionnable pour elle, ce qui va permettre de débloquer quelque chose dans son quotidien, plutôt que avoir juste de la connaissance qui est un peu descendante, où on va juste recevoir du savoir, mais qui reste du savoir, mais qui va pas forcément changer le quotidien de la personne qui le reçoit. Donc Exact. c'est exactement ça en fait que tu veux permettre avec ta Bee Academy. Du coup, tu as lancé cette académie sur le côté, à côté de ta job. Donc aujourd'hui, tu as la vie d'un salarié temps plein. Ouais. Et à côté, tu as cette académie. C'est quoi un petit peu le modèle de cette académie? Donc c'est un regroupement d'experts un petit peu, c'est ça? Ouais, c'est l'objectif. Un réseau d'experts dans plein de domaines qui sont connexes. Je veux pas aller dans tous les domaines dans le sens où j'irai pas sur des éléments trop poussés sur les finances, par exemple. Mais l'idée, c'est de commencer par les technologies parce que, évidemment, il y a une effervescence présentement qui doit être répondue. Tout le monde veut comprendre comment mieux utiliser l'AI, notamment. Mais au-delà de ça, c'est aussi tout le monde travaille en mode hybride. On est même plus juste en remote, on est en hybride. Ça change vraiment beaucoup la façon de travailler. Il y a toute la collaboration parce qu'avant d'être, eh ben, il faut être prêt, il faut que les données soient bien structurées, il faut que les gens collaborent d'une façon homogène. Fait il y a tout un pan. Fait que la technologie, c'est le premier volet. Mais l'objectif, c'est aussi d'aller vers un peu le leadership et le management autour de ça. Parce que je pense que de toute façon, toute transformation passe par une culture organisationnelle, puis il faut que les managers et les différents cadres embarquent dans cette valse-là. Alors, c'est vraiment l'objectif. Bon, ce volet-là n'est pas encore tout à fait développé, puis il faut un réseau d'experts. C'est sûr que j'ai mon expérience à moi, mais le but, encore une fois, c'est pas que ce soit que moi, ce soit un réseau. Alors, on va tranquillement avancer dans cette voie-là. C'est ça. Et aujourd'hui, ce que tu dis, on parle beaucoup d'AI, mais la barrière à l'entrée numéro un d'une entreprise pour devenir plus efficiente grâce à l'AI, c'est pas la barrière technologique, c'est la barrière de structuration, de documenter tous ces process, que l'information circule entre les différents collaborateurs, entre les différents services. Et ça, c'est pas forcément de la tech, c'est vraiment quelque chose d'organisation. C'est vraiment une organisation, la compétence numéro un, en fait, à distiller avant la compétence tech. Donc, tu rassembles un réseau d'experts pour contribuer à ça. Et depuis combien tu fais ça? Depuis combien de temps, au juste? Depuis à peu près 1 an et demi, j'ai commencé à travailler chez Intelcom il y a 6 mois, puis encore une fois, c'est quelque chose qui est laissé, et on a une bonne liberté, fait que c'est ça, fait que ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai la chance de développer cette activité-là. C'est bien de savoir qu'il y a des employeurs qui laissent cette liberté-là à leurs salariés. Ça, C'est sûr, c'est bon à savoir. c'est sûr que je pourrais pas, il y a une clause de non-compétition chez Intelcom, on est d'accord, mais Bien sûr. je pourrais pas lancer un livreur, un service de livraison, ce qui est pas dans mes intérêts nécessairement. Alors, les démarches aussi ont été faites pour que ça soit transparent. J'en ai parlé évidemment à mon boss qui m'a encouragé, puis les RH sont au courant aussi. Fait qu'une fois que tout le monde est au courant, ils peuvent voir si jamais il y a une notion de conflit d'intérêt dans une situation dans laquelle j'ai pas envie de me positionner de toute façon. Alors, on évite d'apporter ce genre de problématiques-là. Mais oui, au-delà de ça, Intelcom a pas d'enjeu à ce que je fasse ces éléments-là. Puis en même, la réalité, encore une fois,
c'est que en tant qu'organisation, je pense que Intelcom il gagne parce que moi je développe sur mon temps personnel un réseau que je suis capable de mobiliser pour des problématiques à l'interne. Je développe des expertises supplémentaires également que je suis capable de ramener quand on en a besoin. Alors je pense que c'est quand même très bénéfique. Évidemment, on pourrait croire que peut-être que je prends mon temps de repos pour me fatiguer à faire d'autres choses, mais en même temps, je suis assez, je veux dire, senior, au moins vieux pour savoir comment équilibrer mon énergie. Puis j'ai pas envie de me mettre dans une situation désagréable. Alors, à partir du moment que tout le monde se fait confiance, c'est quand même une belle opportunité pour tout le monde. C'est ça. Et en fait, tu profites de ton temps libre pour indirectement développer un nouvel actif Ouais, pour ton employeur. La vérité, elle est là. La vérité, elle est absolument. là. Fait C'est un... quand je reviens d'une conférence que j'étais pour moi-même, de nouvelles connaissances que je ramène au sein de l'organisation. Effectivement, eux, ils gagnent au final. Encore une fois, ce qui est vraiment rigolo avec l'anecdote où un collègue m'a découvert parce que je faisais des activités de visibilité à l'interne. Ça permet même d'avoir une meilleure visibilité sur, comme le terme que tu avais utilisé dans nos échanges, c'est des expertises ignorées, mais ça ramène vraiment cette notion-là où euh, des collègues me découvrent parce que je fais une activité sur le côté, ce qui est encore une fois bénéfique pour tout le monde, mais contre-intuitif. C'est ça, parce que souvent, ben, quand on est expert dans un secteur, ben, on a tendance à avoir ce syndrome un petit peu où on va pas trop le communiquer, parce que pour nous c'est normal en fait. Pour nous on se dit, on va pas forcément apporter ou apprendre quelque chose aux autres, alors que souvent en fait on est en capacité justement de nourrir les autres avec ça. Et en fait, ce que ton histoire, ça raconte vraiment ça. Donc là, dans ce cas, euh, pour que ça soit clair pour les personnes qui nous écoutent, euh, tes collègues t'ont fait une demande pour donner des formations à l'interne. Donc, ça a été du chiffre d'affaires pour ta société que tu as développé sur le côté, c'est ça? Non, non, c'est aussi mon travail à l'interne chez Intelcom. Fait que ça m'a D'accord. permis d'étendre un peu notre champ d'action de mon équipe à des gens qui auraient potentiellement dû venir me voir de toute façon éventuellement, mais ils Ouais. savaient peut-être pas qu'on offrait ce genre d'éléments-là. Fait que l'opportunité est plus du fait que ce département-là allait peut-être engager un expert externe pour faire ce Donc travail-là, en puis ils se fait, sont rendus compte qu'on l'offrait, là. indirectement, tu as fait gagner de l'argent à ton employeur parce qu'au lieu d'embaucher une agence externe pour donner une formation qui potentiellement aurait été de moins bonne qualité, Potentiellement. embaucher un expert et en plus il y a le côté aussi appartenance, esprit de groupe aussi où cet expert ben, il vient de chez nous. Et donc c'est quelqu'un d'un autre département qui vient nourrir. Ça permet aussi de, voilà, de briser un petit peu les silos qu'il y a dans un groupe comme ça. Ben, c'est une drôle C'est de façon vraiment de le phraser, mais oui, ça brise des silos, mais parce que je fais du rayonnement à l'externe sur LinkedIn. Mais c'est c'est ça. quand même particulier. Donc aujourd'hui, tu as cette expertise en fait du gars qui est vraiment dans la transformation numérique, qui a les mains dans le cambouis, qui veut démocratiser ça, qui monte une académie avec les meilleurs experts dans chaque niche pour aider les autres à le faire. Comment est-ce que, sous quelle forme, tu arrives à rendre ton expertise accessible aux clients? Euh, tu as parlé de conférences, formations, peut-être des accompagnements. C'est quoi un petit peu les formes pour démocratiser ton expertise? Ben, c'est effectivement un mélange de tout ça. Les conférences, j'ai quelques conférences rémunérées, des fois des formations privées, mais parfois c'est seulement des appels à conférenciers qui existent dans différents forums dans lesquels je m'inscris, notamment parce que c'est le fun, c'est une façon de développer son expertise, mais aussi parce que ça permet de rencontrer plus de gens puis de se faire connaître. Puis c'est souvent un investissement sur le long terme, dans le sens où quelqu'un que j'ai rencontré dans une occasion comme ça, j'en entends parler dans quelques années, parfois, littéralement. Au-delà de ça,
Présentement, ce qui est plus intéressant, je pense, pour les gens, c'est des parcours privés. Alors, j'ai accompagné notamment un OBNL qui a structuré un parcours pour d'autres OBNL. Puis l'idée, c'était d'aider tout le monde à utiliser l'AI de façon plus intéressante. Pour des organismes qui n'ont pas des tonnes de ressources, ça reste des entreprises à but non lucratif, ils n'ont pas les moyens de se payer des grands formateurs, mais en mettant tout, en mutualisant cet effort-là entre tout le monde, ça a quand même permis d'avoir un très, très gros impact. Et après, c'est effectivement des formations un peu plus génériques parce qu'encore une fois, c'est adapté à chacune des personnes, mais qui sont sur des sujets précis. Puis là, les organisations viennent pour ces sujets-là. Fait que c'est un peu les trois façons de développer. Maintenant, mon objectif, c'est de peut-être pour le mois prochain, développer aussi une formule, une espèce de déjeuner-conférence ou lunch and learn où on fait cet effort-là, mais seulement 1 heure sur l'heure du midi ou le matin pour des entreprises, voir s'ils trouvent ça intéressant. Un des éléments que je voulais aborder, c'est notamment les fondamentaux de l'AI parce que on peut bien commencer à tomber tout de suite dans la niche, mais comme on disait tantôt, si la collaboration autour de la data, elle n'est pas déjà mise en place, on n'arrivera pas à grand-chose. Tout le monde n'est pas tout le temps prêt à payer pour ça. Fait que le but, c'est de le faire en mode une première intervention qui est gratuite, mais au moins on a la chance d'apprendre à se connaître. Puis si c'est assez porteur, on va un peu plus loin avec une intervention ou de la formation pour un peu tout le monde. Oui, et puis c'est vraiment le lunch and learn. Tu poses les bases. C'est-à-dire, peut-être que tu vas dire, tu peux pas déployer un projet AI at scale dans ta boîte si ta structure data entre tes équipes, elle est pas un minimum structurée. C'est peut-être, voilà, en fait, dans le challenge, c'est plus de la sensibilisation, en fait. C'est une première pierre qui après, voilà, va emmener, va déclencher un petit peu la flamme et l'appétit pour la phase d'après. C'est de la sensibilisation sur comment se préparer, mais aussi des fois, c'est juste mettre tout le monde sur le même lexique. Parce que un des enjeux qu'on a avec la technologie, puis c'est d'autant plus vrai avec les AI parce que ça s'est adopté très très rapidement, c'est toutes on appelle ça les petits wise, là, tous ceux qui sont un peu plus débrouillards, qui ont plus la flamme, vont apprendre vite des bases puis vont partir en fusée. Mais ils laissent derrière eux une masse de gens qui comprennent pas toutes les nuances puis les lexiques. Alors, trouver une occasion pour juste mettre la base puis tout le monde utilise les mêmes mots. Alors, on sait c'est quoi un agent, par exemple, puis, parce qu'on veut pas débaptiser le concept d'agent parce que là, tout le monde utilise le concept d'agent dans toutes les sources. C'est quoi un vrai agent organisationnel? C'est comment comment on le met en place? C'est quoi toutes ces nuances-là. Puis des fois, ça va aussi loin que les gens ils savent pas encore c'est quoi des hallucinations. Puis ça semble peut-être un peu absurde pour des gens qui sont là depuis 2 ans dans cet écosystème-là, mais la réalité des choses, c'est qu'il y a une bonne base, puis ça représente potentiellement 50% des gens qui savent pas c'est quoi une hallucination. Si on les sensibilise pas là-dessus, ils vont même pas faire être prudents dans la façon qu'ils utilisent les outils qu'on met à leur disposition. Fait puis encore une fois, c'est compliqué des fois pour les organisations de vouloir payer pour ça parce qu'ils ont l'impression que tout le monde devrait se former par eux-mêmes, mais la réalité, c'est que c'est pas ça que les gens font tout le temps. Fait que ça donne cette démocratisation des fondations, justement, là. Et puis surtout, je parlais avec un entrepreneur que je vais bientôt avoir ici Mhm. sur The Impactors et qui m'a donné une stat, un chiffre aux alentours de 4 millions de dollars. Le coût en fait que représentait en moyenne une fuite de données due par en fait un collaborateur qui va utiliser l'IA tout seul. Tu vois, genre qui va aller sur ChatGPT, sur son ChatGPT perso avec un abonnement à 25 dollars par mois Ouais. et qui du coup va faire ses prompts, par exemple, s'il est en marketing, parce que c'est ce que je connais de mieux, qui va vouloir faire sa content factory sur ChatGPT avec toutes les infos de son entreprise. Et voilà, il y a une estimation qui a été faite en moyenne, c'est 4 millions de dollars, la déperdition de données qui est faite derrière. Donc en fait, c'est vraiment aujourd'hui, c'est comme on parle beaucoup de responsabilité sociétale des entreprises, de gestion des risques. Aujourd'hui, c'est vraiment un risque majeur en fait. Aujourd'hui, pour les entreprises, la sécurisation des données à travers ça et du coup la formation des employés sur l'intelligence artificielle,
Donc c'est vraiment clé. C'est clé, puis la raison pour laquelle c'est encore plus risqué que plein d'autres technologies. On a déjà donné une conférence dans un groupe, puis il y avait les employés puis leurs gestionnaires, fait que tout le monde était assez mélangé. C'était vraiment intéressant. Puis là, on pose la question, la première question qu'on pose, c'est dites-nous en tant que gestionnaire, qui a commencé à outiller ses employés sur l'IA, qui a donné les vrais outils, c'est activer Copilote ou acheter une licence entreprise ChatGPT. Puis il y en a très peu qui avaient levé la main parce qu'ils n'étaient pas encore rendus là nécessairement. Après ça, on pose la question, mais vous, les employés, qui utilisez ces outils-là déjà malgré le fait qu'on vous a pas donné accès? Puis évidemment, la grande majorité des gens utilisaient ces outils-là. Puis j'ai l'impression qu'à ce moment-là, dans la salle, puis c'est vrai partout, ça a fait un choc aux gestionnaires en disant, ben, si je dis pas aux gens qui peuvent l'utiliser, ils vont le faire pareil, sauf qu'ils vont le faire avec aucune une policies, avec aucune politique Une d'entreprise, organisation, ils vont le faire par eux-mêmes avec aucun contrôle. contrôle. Puis c'est vraiment problématique parce que puis j'ai été le premier dès que ChatGPT a sorti sa licence payante, je l'ai pris parce que ça changeait ma vie. Peu importe ce que mon organisation aurait dit. Après, maintenant, je travaille dans des organisations qui mettent à disposition ces outils-là pour rester en contrôle puis s'assurer que, oui, la qualité de vie de l'employé elle est là, mais aussi le contrôle. Et c'est ça qu'il faut. Mais comme tu dis, c'est pas tout le monde, pas toutes les organisations qui ont compris que c'est pas un choix, en fait. Ça arrive, c'est tout. C'est ça, en fait, c'est comme si tu parlais de cybersécurité. C'est si tu tiens un minimum soit peu aux données de ton entreprise et à sa santé, en fait, tu vas former tes employés à l'AI. Parce que la réalité aujourd'hui, je reviens encore sur le marketing. Aujourd'hui, quand tu bosses chez CMO, tu bosses dans le contenu, tu dois produire toujours plus de contenu. Et en fait, si tu n'as pas l'AI, tes équipes, elles sont en burn-out. Elles arrivent vite au burn-out, à l'épuisement et aussi à l'épuisement créatif. Et du coup, ta marque en vient en perdre. Euh, et l'AI, c'est un petit peu ton radeau. Donc, même si ta direction te dit en officiel, non, nous, l'AI, voilà, pour l'instant, on sait pas trop tout ça. Toi, ben, sur le côté, tu vas aller, tu vas aller mettre les infos de ton organisation. La réalité, en fait, elle est là. Elle est pas forcément dans les discours. La réalité sur le terrain, elle est là. Et je parle pour le marketing, mais Partout pareil. j'entends exactement les mêmes choses dans les RH, par exemple. Dans les RH, où je discute beaucoup, j'ai une amie qui est consultante en IA pour les RH et qui observe exactement les mêmes choses chez des DRH qui sont dans des grosses boîtes. Puis en plus, les RH, le marketing, on pourra dire que c'est un sujet sensible, mais la réalité, c'est oui, c'est du positionnement, mais c'est des choses qui peuvent être interprétées. Les RH, on tombe dans des informations individuelles Privées. vraiment privées. C'est encore plus grave puis plus risqué que tout le reste. Alors, c'est Je me permets d'interrompre cet épisode pour vous présenter la mission derrière ce podcast. Je suis Marc-Antoine Bouteilltor. Après 10 ans de direction marketing en start-up et conseil et des dizaines de CEO et entrepreneurs accompagnés, j'ai compris que les marques les plus influentes n'étaient pas forcément les plus vertueuses. C'est pour aider les entrepreneurs qui font des choses bien mais qui n'ont pas le temps de les transmettre que j'ai lancé The Impactors. Le but, leur permettre de faire de leur vérité la norme de leur secteur. Un podcast pour découvrir comment des experts et entrepreneurs débordés sont sortis du bois et ce que ça leur a apporté. Des accompagnements comme l'Impact Day pour relancer leur stratégie LinkedIn ou la conversation pour produire un mois de contenu en 1 heure et des formations pour créer ensemble leur équipe d'assistants IA autonomes et alignés qui les soutient dans leurs efforts pour créer du contenu authentique et sur la durée. Si cette mission vous paraît utile, vous pouvez y contribuer en mettant une note sur cet épisode ou en likant si vous regardez sur YouTube. Pourquoi? Parce que ça permet tout simplement que ce contenu aille toucher encore plus de gens comme vous et ait encore plus d'impact pour qu'ensemble, on fasse de votre impact une norme dans la société. Allez, on y retourne. c'est C'est à ça. considérer, là. Ça, et on parle pas de tout ce qui est directeur administratif et financier, ces rôles-là en comptabilité, en gestion, où là on est encore dans des données beaucoup plus sensibles. Ouais, ouais. Voilà, je laisse chacun aller aller voir de son côté. Je
pense que ça suffira pour semer la graine un petit peu dans la tête des gens qui écoutent. Mais donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu donnes pas mal de conférences. Donc toi, à la base, tu es un responsable de la planification stratégique, donc quelqu'un qui est vraiment sur le terrain, qui planifie. Euh, Comment en fait tu passes de ça à conférencier, donner des conférences? Comment est-ce que une entreprise, une OBNL, une association vient vers toi en fait pour te demander de lui donner une conférence? Éventuellement, c'est la poule ou l'œuf, là, dans le sens où c'est plus tu rencontres de gens, plus ça t'amène ce genre d'opportunités-là. J'ai toutes sortes d'anecdotes de comment ces opportunités-là sont rentrées, puis comment j'ai pu les traiter, mais c'est à force de donner de la formation. Déjà, donné de la formation dans plusieurs groupes. Avant de décider de passer mon académie, j'ai fait des mandats de formation, notamment une charge de cours à l'université. Encore une fois, c'est des investissements long terme où tu présentes des choses à des gens, puis ça se peut qu'un an, 2 ans, 3 ans plus tard, ils réalisent que tu peux faire quelque chose d'intéressant et ils viennent te voir. Une des anecdotes les plus intéressantes, c'est que j'ai déjà passé en tant que manager quelqu'un en entrevue. On l'a pas pris parce que c'était pas un bon fit. 2 ans plus tard, il est revenu me voir en me disant qu'il avait besoin de mon aide pour X, Y, Z. Puis on a fait une collaboration ensemble pour aider son entreprise à aller plus loin dans un dossier précis là, sur l'adoption d'une technologie. Alors, toute opportunité permet, tout contact finit par débouler, qu'on a une expertise qui est rare puis qui a de la valeur, finit par débouler puis potentiellement amener quelque chose. Puis tu vois, c'est la raison pour laquelle je mets autant d'énergie dans LinkedIn, c'est des gens à qui je parle, puis dans 2 ans, ils vont potentiellement m'avoir oublié, mais il va avoir un petit sentiment néanmoins attaché à moi. S'ils me revoient apparaître de temps en temps, ça peut juste me remettre sur le dessus de la pile. Puis le jour où il va avoir quelque chose, ça va les amener à me contacter. Puis j'ai vraiment toutes sortes d'anecdotes comme ça. Puis même encore là, on parlait tantôt du rayonnement de LinkedIn puis les fruits à l'interne. J'ai même une collègue que j'ai formée à l'interne chez Intelcom il y a 2 ans, qui était super satisfaite, qui avait dans la vie du quotidien, elle n'a pas pensé à me recontacter. Elle m'a vu sur LinkedIn, puis elle est revenue me voir en disant, ah oui, c'est vrai, je me rappelle, il y a 2 ans, tu m'avais formé, maintenant, comment... Puis je trouvais ça encore plus drôle parce que dans ce cas-là, elle avait eu même l'expertise, la formation. Ça a pris qu'elle me revoie apparaître quelque part pour revenir. Comment on donne des formations, comment on va chercher ce genre de monde-là, je pense que c'est vraiment en construisant un réseau et en trouvant une façon de réapparaître dans le réseau de façon régulière pour que le moment où le timing est bon, puis c'est tout le temps juste une question de timing, mais le moment où le timing est bon, ben, on est encore dans l'esprit de la personne. Donc en fait, c'est vraiment la clé de créer une présence stable, régulière, qui te maintienne en fait euh, proche, à proximité de tes personnes, de ton public, de ta cible. Et LinkedIn, c'est un petit peu l'un des meilleurs moyens pour y arriver parce que aujourd'hui, c'est entre 20 et 30 minutes le temps moyen que passe par jour un cadre, un directeur d'entreprise, un manager sur LinkedIn. Donc c'est peut-être le meilleur endroit en fait pour être présent, pour poster régulièrement et rendre un petit peu son expertise visible et voilà, instaurer ce que tu disais, ces rappels où sur du long terme, ben on va pouvoir à la fois communiquer sur son expertise, mais aussi sur sa façon en fait, sa vision qu'on a sur cette expertise de la déployer dans une entreprise. Ouais. Et du coup, tu disais LinkedIn t'amène, voilà, le rayonnement LinkedIn t'amène beaucoup de choses. Euh, Dans ton poste, alors peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai le souvenir d'avoir lu dans le poste où tu disais c'est drôle justement. J'ai donné une conférence, j'ai fait un post sur ce sujet en disant que j'ai donné une conférence et des gens, des collègues sont venus me voir pour me dire est-ce que tu peux nous donner une formation? En fait, c'était vraiment le cercle vertueux. Et tu disais je suis revenu sur LinkedIn, je vais m'y remettre. Comment est-ce que vous êtes sur LinkedIn? Euh, et du coup, tu as parlé que tu t'étais récemment remis sur LinkedIn. Peut-être que j'ai mal compris. C'est vrai. Euh, donc, ça veut dire que tu avais arrêté
que tu avais fait une pause. Pourquoi tu avais fait une pause ou tu avais arrêté? Ouais, et c'est sûr qu'on finit par se faire emballer dans le quotidien, puis il y a des choses qu'on doit prioriser par manque de temps. Des fois, c'est quand le momentum il tombe, il faut redonner un coup plus grand pour revenir dedans. Est-ce que c'est que ça? C'est à voir, mais je me suis aussi mieux outillé depuis pour être capable que ça aille plus vite, que ça soit plus pertinent, que ce soit moins improvisé aussi. Fait que je pense qu'il y avait un pas de recul à prendre sur c'est quoi l'objectif réel de ces postes-là, puis d'être plus cohérent, parce que il y a plein de moments différents, j'ai eu cette discipline-là, puis qui a duré un bon moment, puis qui apportait des résultats, puis malgré tout, ça finissait par tomber. Puis je pense que j'avais réalisé que c'est parce qu'à chaque fois, je faisais de façon un peu, c'est par sentiment que c'était la bonne chose à faire, mais pas avec une stratégie si bien définie que ça. Puis là, c'est ça, depuis 4-5 mois, je suis revenu dans un stade où on essaie de rendre ça plus stratégique, là, avec des vraies intentions derrière pourquoi on fait ça exactement. Ils peuvent être multiples, mais j'ai quand même des vraies intentions de rayonnement au final à travers ce que j'essaie de faire sur LinkedIn. Puis je m'y tiens, ça donne une facilité. Puis je suis dans le contexte aussi où présentement, comme je développe B-Academy, j'essaie de développer une newsletter, j'essaie de développer toutes sortes d'éléments de contenu. C'est intéressant de pouvoir croiser ce qui a été fait sur une plateforme avec l'autre. Ça accélère aussi beaucoup. Tu sens que tu fais plusieurs pierres d'un coup à chaque fois. Ça te donne plus de motivation aussi. Oui, et puis si tu produis une newsletter, tu peux recycler le contenu de ta newsletter. C'est à la fois du recyclage et de la diffusion où tu vas, par exemple, en transformer, en faire 3 ou 5 posts euh, sans avoir forcément de cramer le cerveau à Ouais, dire qu'est-ce que je vais poster ce matin. maintenant exactement. Et C'est ça, vraiment ça, là. et ça, c'est vraiment le gros point positif que je trouve à lancer son média, que ce soit son podcast, sa newsletter, son blog, d'avoir un média vraiment longue forme. Hein, je sais plus le mot en français, avec du contenu profond, du contenu long, qu'après on peut, en fait, on peut en créer des snacks, on peut en faire des snacks content pour ces réseaux comme LinkedIn. Donc, ce qui est ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu es quelqu'un qui est beaucoup dans l'AI, dans la tech, et que tu dis que ton plus gros frein, en fait, qui t'empêchait d'être régulier sur LinkedIn et du coup d'attirer des opportunités, c'est pas forcément le temps que ça prend, mais plus le manque de stratégie et d'intention, en fait, dans les posts que tu fais, que tu es plus, en fait, dans un mode de je continue à le faire parce que c'est bien, ça maintient une discipline, mais voilà, il n'y a pas forcément un but derrière. Donc, la stratégie pour toi, c'est vraiment le point clé. C'est super intéressant. Donc, et quand tu t'y es remis du coup parce que tu avais vraiment cette intention en fait avec la Bilab Academy de dire maintenant je monte mon réseau d'experts, je veux que les gens le sachent, qu'ils s'en entendent parler. C'est ça en fait. Ouais, c'est ça, mais c'est tout croisé encore une fois où clairement il y a une partie des intentions qui est B Academy, l'autre c'est potentiellement de faire d'autres conférences, alors de se faire inviter et d'avoir une visibilité pour ça, parce que chaque conférence c'est une opportunité de rayonnement auprès de tellement de gens qui va également ramener par la suite encore plus de d'attention pour le futur. Alors c'est de s'assurer que la roue elle tourne, mais dans un objectif vraiment plus précis de visibilité sur l'organisation puis sur l'expertise que je suis capable d'apporter à différentes entreprises dans le but d'avoir un plus grand impact, là. C'est ça parce que tes conférences, je sais pas combien il y a de personnes en moyenne qui assistent à une de tes conférences. Si c'est 20, 50, 100. J'ai eu toutes sortes de formats. J'ai eu des conférences où c'était une assemblée générale d'une OBNL et il y avait peut-être une cinquantaine de personnes. J'ai eu une conférence à WAC, là, c'est Web à Québec, là, qui était une grande conférence au Québec, où on était peut-être 500 dans la salle. Fait que j'ai eu plusieurs formats différents. Ça varie, mais ouais. Donc déjà, te rend visible pendant, je sais pas, ça va durer 20, 30 minutes, 1 heure, 1 heure 30. Mais pendant ce temps-là, en fait, ça t'offre une visibilité que 99% des consultants, des formateurs, des agences qui sont dans le secteur n'auront jamais en fait. Ouais, faut N'auront qu'il jamais, court après. voilà, qui courent après, et qui s'épuisent en fait
à créer des posts en fait à gauche, à droite sur LinkedIn, pendant que toi en fait tu es là seul sur la scène et que tu as le cerveau de tes de tes décideurs Ouais. qui Un est vrai à ton focus, écoute une vraie attention à ce qu'on est en train de dire, ouais. et une vraie attention et c'est du temps long. C'est du temps long donc où tu peux vraiment aller au fond des choses et faire la diff. Donc ça, c'est ce que 99% des autres n'auront jamais. Et en plus, ça nourrit en fait ton contenu parce que ben, tu vas derrière faire un post LinkedIn sur ça, faire une newsletter sur ça. Ça augmente ta crédibilité. En plus, en disant, ben, il y a 50 ou 500 managers qui m'ont écouté là-dessus. Donc, ça veut dire que, ben, si t'ont écouté pendant 1 heure là-dessus, c'est que tu disais des trucs pas trop cons, a priori. Non, exact, puis ils vont me recontacter par la suite. Fait que c'est tout le temps intéressant, là. Et donc, du coup, euh, pour créer une conférence, et quelqu'un qui nous écoute là, qui se dit, bon, j'en ai marre un petit peu de rester invisible dans ma tanière, à bosser pour mes clients one-to-one, seul, qui veut un petit peu devenir un leader d'opinion, un pionnier dans sa niche. C'est quoi un petit peu les premiers conseils que tu lui donnerais pour monter sa conférence, aller vers ça? Je pense que la première chose, c'est quand il assiste à une conférence, de le regarder avec un angle différent de comment ça a pu être généré et non juste absorber le contenu à proprement parler. Ce qui veut dire que le sujet est assez peu important au final. C'est vraiment comment ce contenant-là a été développé. Je pense que c'est déjà un premier point pour être capable d'avoir quelque chose qui percute un peu plus. Euh, Ma première conférence d'envergure, de la façon que je l'ai structurée, je m'étais posé la question quelle sorte de métaphore ou d'image je pourrais donner pour que ça soit intéressant puis ça reste dans l'esprit. Je pense que c'est important aussi de cultiver un peu sa créativité sur c'est quoi les sujets thématiques qu'on aime pour l'infuser. J'ai vu des conférences qui étaient vraiment quelqu'un qui s'était mis la thématique Marvel. Fait que bien qu'il parlait de marketing, c'était tout relié à Marvel. Fait qu'il faisait des jeux de mots, des jeux d'images, des choses comme ça. J'en ai vu toutes sortes. Moi, ce que j'avais aimé la première fois, c'est qu'à l'époque, c'est encore le cas en fait aujourd'hui, je lisais beaucoup de mythologie grecque à ma fille. J'ai une fille à qui je fais la lecture le soir. Puis on était tombé dans le labyrinthe de Dédale. Fait que j'avais raconté le labyrinthe de Dédale avec Icare, et etc. Puis pour toute la conférence, c'était un peu structuré sur le même parcours qu'avaient vécu ces personnages de mythologie. Fait que je pense que c'est intéressant pour créer le contenu. Après, si on veut trouver des conférences, une fois qu'on a vu du contenu intéressant, qu'on s'en est inspiré, qu'on a construit quelque chose qu'on pense qui est un message porteur, pour trouver des conférences à proprement parler, il y a beaucoup d'événements qui cherchent des conférenciers pro bono. Fait qu'évidemment, c'est pas rémunéré, mais ça enlève pas tous les gains qu'on va aller chercher autour de la visibilité, bien au contraire. Fait que, puis c'est souvent, faut juste suivre ces groupes-là, puis ils font des appels à conférenciers. Fait que c'est des formulaires dans lesquels on s'inscrit. Des fois, ils demandent une petite vidéo, des fois, ils demandent juste un texte d'une demi-page de pourquoi on prendrait toi plutôt que quelqu'un d'autre. Fait qu'évidemment, bien comprendre c'est quoi le sujet de cet événement-là, c'est quoi qu'ils cherchent à amener, puis c'est dans quoi, comment nous on se positionne par rapport à cet événement-là. Puis après ça, juste répondre au maximum d'appels à la conférence possible. Donc, ouais, t'as une des premières étapes, tu dirais, c'est d'essayer du pro bono. Donc, en fait, c'est un petit peu comme un consultant qui se lance qui va faire du pro bono pour une petite entreprise du coin. Je dirais qu'il y a des événements qui recherchaient beaucoup ça. Tu penses à quel type d'événement en particulier? Des salons, Ben, les salons, souvent, c'est des conférences payées, dans le sens où c'est les sponsors qui vont avoir le droit de faire des conférences. Fait que les salons, c'est pas l'idéal, je pense. Je pense à des conférences plus de pratiques, de communauté, des choses comme ça. Puis un truc qu'il y a au Québec, puis je pense qu'il est un peu partout, c'est le Agile Tour. Fait que le Tour Agile, ils cherchent tout le temps à avoir le maximum de gens. Puis c'est vraiment une conférence avec plein de contenu, qui est très orienté contenu. Il y a un petit salon avec quelques booths, mais c'est très limité. C'est vraiment pas là que l'énergie est mise. Après, tu ça peut sais, être le tour intéressant de agile. voir. Oui, le tour agile. D'accord. Ok. Je connaissais pas la terminologie.
la formulation. Puis sinon, les meet-up aussi, des fois, c'est sûr que c'est des groupes plus fermés, mais il y a des meet-up product owner ou des meet-up en marketing. C'est des conférences dans le sens où ça reste une exposition devant plein de gens de façon récurrente. Fait que c'est sûr qu'eux, ils cherchent du contenu en permanence. Fait que se rapprocher des organisateurs de meet-up pour dire qu'on a quelque chose d'intéressant à communiquer, ça peut être une belle façon de se positionner aussi. Ce serait pas mal les deux voies pour faire du pro bono puis de trouver des opportunités facilement que j'explorerais là en premier. Ok, super. Donc, et toi, tu es au Québec, hein. Au Québec, tes conférences, est-ce que tu as un ordre de grandeur de financièrement, ce que ça peut représenter pour un consultant, un formateur, euh, dans une niche comme la transformation numérique ou les domaines de l'impact, de la cybersécurité, est-ce que tu as des ordres de grandeur? Je pense que quand on tombe dans le niveau plus senior reconnu, on peut tomber sur du 5 000 $ pour la conférence. C'est pas le niveau auquel je suis du tout présentement. Moi, c'est plus autour du 1000, 1500, 2000, dépendamment de. Je continue à faire des conférences pro bono, notamment pour les OBNL, parce que c'est un milieu, je pense, qui mérite qu'on investisse notre temps dedans pour avoir de l'impact. Mais c'est de l'ordre de grandeur que j'irais. Il y a certains endroits, des fois, c'est moins attrayant. Le pire que j'ai vu, c'est une conférence à laquelle ils nous invitaient, c'était pro bono, ils nous invitaient à donner notre conférence, mais on ne pouvait pas assister au reste du salon. Ça, j'avoue, j'avais pas compris pourquoi ils faisaient cette démarque-là, notamment parce que même en termes d'expérience, si je reste pas, les gens ils peuvent pas venir me poser des questions. Fait que c'est vraiment particulier comme approche, mais ça c'est le pire que j'ai vu. Mais au moins ils m'ont pas fait payer mon entrée pour faire ma conférence, mais il fallait que je paye mon entrée si je voulais rester pareil. C'était quand même vraiment particulier, là. Clair. Donc, toi, tu dirais, quelqu'un qui hésite à voilà, faire sa conférence, tu dirais, vas-y, pour quelle raison? C'est quoi pour toi les plus-values, les avantages de faire des conférences en Je pense que expert? un, c'est un gros exercice de structurer sa matière pour qu'elle soit vraiment intéressante. Parce qu'en tant qu'expert, puis c'est vrai dans les technologies, beaucoup, peut-être c'est vrai dans d'autres milieux, là, je pense à la comptabilité ou à la fiscalité, par exemple. C'est des matières qui, c'est super important, ça a une énorme valeur organisationnelle, mais ça peut être un peu sec quand même. Alors, comment je suis capable d'articuler mon message pour que ça devienne beaucoup plus intéressant, plus démocratique pour une masse de gens? Fait que ça, je pense que c'est un exercice. C'est en tant qu'expert, je vais améliorer ma communication, je peux le faire comme ça sur le côté, mais une conférence, ça te force à faire ce point-là, puis dire comment je peux rendre ce sujet-là sexy. Je pense que ça, c'est un Vulgariser. sujet vulgarisé. Mais au-delà de vulgariser, c'est aussi que ça soit presque émotif, alors que, encore une fois, la fiscalité, c'est difficilement émotif. Mais C'est gris, ouais. ouais, c'est ça, exact. C'est tout à fait correct, fait que ça, c'est un sujet. Puis après, le plus gros bénéfice, je pense, c'est la visibilité avant le cachet. Fait que avoir cette visibilité-là auprès, comme on a dit tantôt, là, avoir une attention continue de plusieurs dizaines de minutes, puis ça peut aller jusqu'à 1 heure d'un groupe de gens qui s'intéressent au sujet, c'est vraiment intéressant, là. Puis comme je dis, faut pas non plus espérer qu'à la sortie de ça, tout le monde nous balance sa carte d'affaires pour avoir un mandat la semaine d'après. Mais il faut se dire, j'ai fait ça dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, ça va revenir. Puis je pense que si on veut optimiser le fait que ça revienne, il faut rester présent à l'esprit des gens, mais n'empêche que ça va avoir un impact dans quelques temps, là. C'est vraiment là que ça se joue, là. De la visibilité et du coup de la crédibilité, d'être écouté par euh, des personnes qualifiées, du public qualifié. Donc tu disais la clé pour tout ça, qui permet tout ça, c'est de rester présent. Euh, comment toi tu arrives à rester présent sur LinkedIn? Donc tu parlais de ta stratégie. Aujourd'hui, c'est quoi un petit peu ton comportement sur LinkedIn en début 2026? Donc on enregistre en début février. Combien de posts tu publies par semaine? Quel type de post? Est-ce que tu peux partager un petit peu tout ça? Ouais, j'essaie de faire 2 posts par semaine. Ouais. Alors, une bonne régularité. Encore une fois, les posts que je m'apprête à publier sont quand même catégorisés par intention. J'ai
des grandes intentions. J'ai une intention de gagner en crédibilité en tant que leader dans la transformation numérique. J'ai une intention de juste faire de la publicité pour B Academy, puis de s'assurer que les gens sachent que ça existe puis comment ça peut venir. Fait que j'ai 3 ou 4 intentions qui sont claires. Fait que j'essaie d'écrire des choses dans ce sens-là. Ça m'est arrivé d'avoir un post qui était prêt, puis je me suis dit, ça a aucun lien avec aucune de mes intentions. Puis à la limite, c'était même un peu négatif. Fait que j'ai trouvé que finalement, j'allais pas aller dans ce sens-là. C'est pas mon ambiance, c'est pas la vibe que j'ai envie de donner, c'est pas qui je suis non plus nécessairement, parce que j'avais besoin de venter à un moment donné. On a été un peu sur cette décision de pas pousser. J'ai aussi de l'aide. La réalité, c'est que maintenant, B Academy a quelques ressources, fait que j'engage des freelancers qui m'aident à faire du storytelling. C'est plus pour les newsletters, c'est plus pour ces éléments-là, mais ça reste que ça finit par se croiser quand même beaucoup. Fait que ça crée une inspiration, des gens avec qui je peux discuter aussi, tout simplement de ces idées-là, puis être capable de les mettre en application par la suite. C'est pas incroyable dans le sens où oui, j'ai des gens qui aident, mais ça pas eux qui font nécessairement tout le travail, mais ça empêche que c'est quelque chose d'important. Un des défis que je me suis donné cette année, c'est de mettre des photos de moi parce que je sais que c'est ce qui fait donner de la visibilité sur LinkedIn, puis c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude. J'essaie de créer un espèce de petit portfolio que j'alimente à chaque semaine. J'essaie d'avoir un défi d'une photo par semaine que je rajoute dans mon pool de photos qui peuvent servir. Mais ça, c'est sortir de ma zone de confort. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude, mais il faut. Fait que je travaille sur cet aspect-là. Tu te fais violence. Ouais, je pense qu'il y a certains moments, il faut. Il faut. Et du coup, donc tu disais 2 posts par semaine orientés pour te vraiment valoriser, aller vers que tu sois perçu comme leader d'opinion, pionnier sur la transformation numérique et sur pousser la BITAB Academy. Donc 2 posts par semaine. Aujourd'hui, c'est à peu près combien de temps te prennent tes posts? C'était 2 posts sur la semaine. Mais c'est pas écrit comme ça, c'est pas je fais un post, après ça je poste, j'en fais un autre, c'est plus en batch et tout. Fait que c'est dur à Ouais, dire, c'est croisé avec d'autres, encore une fois, projets comme les newsletters. Tu sais, il doit y avoir un investissement de 8 heures peut-être, là, une journée par semaine qui est dédiée à la création de contenu, puis comment on travaille sur tout ça là. donc ouais, une journée par semaine entre tes posts LinkedIn, mais aussi ta newsletter, euh, Ouais. ton contenu en général, d'où l'intérêt en fait d'avoir un média, tout un écosystème en fait pour recycler tout ce contenu qu'on crée. Ok Mathieu, ben écoute, super, merci beaucoup pour avoir pris le temps. Merci à Euh, toi, c'était une conversation et vraiment intéressante. Et moi, ça m'intéresse. Alors peut-être que ça restera en off ou non. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que euh, j'ai un petit peu le même positionnement que toi avec The Impactors, c'est-à-dire rassembler des experts, mais plus autour de ce qui est impact, transition écologique, sociétale. Il y a un peu de cybersécurité, le côté tech, euh, mais c'est vraiment voilà, ce côté, on va regrouper des expertises pour les rendre accessibles. Ça me Ouais. parle vraiment beaucoup. Donc, Mais tu vois, la réalité, c'est que présentement, notamment chez Intelcom, des projets tech sont orientés développement durable, dans le sens où on peut pas, c'est comme tout, on peut pas améliorer ce qu'on n'a pas mesuré. Et nous, on met en place des systèmes pour savoir les GES par colis. Comme ça, on est capable de faire des décisions stratégiques en fonction de ça. Est-ce que telle zone, on devrait changer le type d'alimentation électrique? Est-ce qu'on devrait mettre plus d'emphase sur les vélos cargo dans telle région, etc. Fait que c'est sûr que la technologie est aussi ce qu'on appelle un enabler, là, qui permet d'aller dans l'activation de nouvelles stratégies, de nouvelles décisions, d'avoir plus de visibilité. non, non, c'est clair, c'est clair. Et du coup, c'est un peu un modèle de collectif, c'est ça? L'idée, c'est que ça dépend du type de mandat, mais ça va être mon B Academy qui va faire le mandat, puis je vais rémunérer l'expert par la suite. Là, les marges sont assez transparentes, là, j'explique un peu comment ça fonctionne, puis dans le fond, la personne, il gagne parce que c'est un mandat où elle n'a pas eu à faire du démarchement, fait que c'est quand même facilitant pour elle. Mais c'est pas mal par B Academy que tout ça va finir par passer, là, c'est l'objectif. Ok, super. Ben, écoute, je continue à te suivre à la Academy.
que ça m'intéresse beaucoup et je me dis que peut-être il y a des synergies à trouver pour la suite. Ah, Que absolument. peut-être il y ait des mandats pour toi de l'autre côté de l'océan et vice-versa. Et je serais très intéressé à faire des mandats, c'est certain, en France. J'ai ma citoyenneté d'ailleurs, je sais. Ma C'est femme est vrai? française. Oui, ma femme est française. Ah, tu en as profité. Voilà. Bon, elle en a profité elle aussi dans l'autre sens. Oui. C'est ça, un échange de bons procédés. Du coup, tu viens en vacances des fois en France? Oui, ça vous, ça fait un petit moment, mais on comptait y aller peut-être cet été, à la fin de l'été. On est en train Tu es dans quel coin, enfin, On va à Nantes, en général, c'est là que la famille de ma femme est, mais là, ce serait pour notamment montrer Paris à ma fille. Fait qu'on verra quel voyage on fait exactement, mais ouais, c'est encore dans les cartons, là. Bon, super, super. Ben, écoute, si un jour tu as l'occasion, moi je suis en Corse. En Corse. Ah ouais, bah c'est cool. C'est sûr que la Corse, ça fait partie des choses qui est sur notre liste depuis un moment. Ah ouais, ah Il ben faut il trouver une faut. occasion pour y aller, ça a l'air vraiment, vraiment magnifique, là. C'est le cas. Ouais. C'est le cas. Ouais, ouais. De Nantes, tu as des vols directs. Ouais, bah écoute, j'en prends note, je savais pas que c'était de Corse, mais c'est vraiment intéressant. Puis si tu es à Montréal, n'hésite pas aussi, j'ai de la place en masse. Ouais, écoute, moi tu sais que j'ai vécu à Montréal. Ah oui? Ouais, ouais, je suis rentré il y a 2 ans, Ok. il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, je vivais sur Verdun. Je sais pas toi où tu es. Dans Villeray. D'accord. Ouais. J'ai adoré. J'ai adoré. Après, c'est T'es vraiment resté combien de la, temps? T'es resté combien de temps? pas longtemps, pas Ouais. longtemps. Moins d'un an. Donc, c'était un petit peu, mais par contre, c'était vraiment une expérience pro, tu vois. En fait, je suis venu, pas du tout en mode, tu sais, permis vacances-travail. J'avais ce visa-là. Mais par contre, j'ai fait du full-time travail. J'étais en cabinet de conseil, chez Proaction. Je sais pas si tu connais. Oui, je connais. Euh, et j'étais chez eux et du coup, Il y a beaucoup c'est de déplacements, hein. De ce que j'ai compris, c'est beaucoup, beaucoup de déplacements pour Action. contenu. J'étais content Ok. manager, donc je m'occupais du marketing, donc j'étais vraiment basé à Montréal. Il n'y a pas trop de sujets sur ce côté-là. C'est sur la Mais rue Saint-Laurent où ils ont changé de place? c'est ça, exactement, exactement. Et non, après c'est vraiment ça a été un choix de vie, la Ouais. famille, tout ça qui a appelé au retour. Mais j'ai vraiment adoré la vibe qu'il y a sur la façon de voir le travail à Montréal est vraiment différente de ce qui se fait en France. Enfin, ta femme doit te le dire. Ouais, j'ai vécu quelques expériences avec des patrons français qui sont venus s'installer au Québec. Il y a un gap entre les deux. En tout cas, c'est vraiment sympa de pouvoir vivre ça. Donc, écoute, au Absolument. plaisir de se reparler. Ben oui. Et je te tiens au courant pour la suite. Super, merci beaucoup. Allez, Mathieu, bye. Bye. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous repartez des idées plein la tête. Pour remercier mon invité et rendre ce contenu accessible au plus grand nombre, c'est très simple. Abonnez-vous et déposez un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se dit à très vite.